Monsieur Laborie, merci de nous recevoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous entretenir sur la biologie des comportements. Pouvez-vous décrire brièvement ce qui caractérise l'homme, son système nerveux? Le système nerveux, le cerveau. Le décrire, il faudrait commencer par les molécules. Il est fait avec des molécules. Ces molécules se réunissent dans des petites machines qui font fonctionner ce qu'on appelle des cellules. Ces cellules sont des neurones qu'il faudrait décrire, qui se réunissent les uns avec les autres, se communiquent entre eux grâce à des molécules chimiques qu'ils synthétisent et libèrent. Et ces différentes voies nerveuses aboutissent, du point de vue fonctionnel, à un mouvement, une action. Alors, je dirais d'abord que ce qui caractérise aussi bien le cerveau de l'homme que des animaux, c'est que ça permet d'agir sur l'environnement, de telle façon qu'on puisse contrôler les caractéristiques de cet environnement, au mieux de quoi? Au mieux de votre plaisir, aurait dit Freud, mais au mieux de votre équilibre biologique, encore que le terme d'équilibre est un terme dangereux, mais enfin bon, mettons équilibre biologique pour se faire comprendre. Alors, avec le cerveau, vous entrez en contact avec l'autre, parce que l'autre est justement un des éléments de l'environnement avec lequel que vous devez pouvoir contrôler. Alors, décrire le système nerveux de l'homme, c'est décrire le cerveau des autres espèces animales, depuis les plus simples jusqu'à lui. On distinguait autrefois, je l'ai moi-même fait, un paléocéphale, c'est-à-dire un cerveau ancien, et un néocéphale, on appelle le cortex. Puis avec MacLean, depuis quelques années, on a précisé, en regardant comment avait évolué le cerveau des êtres vivants depuis qu'ils en possèdent un, on l'a divisé en trois étages. Il y a un cerveau très primitif qui est celui des reptiles, qui est toujours fait avec des molécules, avec des neurones, des voies nerveuses. Il y a au-dessus de celui-là un autre cerveau qui s'est construit à partir des mammifères et qu'on appelle le système limbique, qui est fait d'une quantité d'air spécial, avec des voies nerveuses faites de neurones, etc., et de molécules. Et ce système limbique, c'est celui qui, en principe, dit-on, régit l'affectivité. En réalité, je préfère dire que c'est celui qui régit la mémoire. Sans lui, pas de mémoire possible. Et la mémoire, c'est quelque chose qui se pèse. Nous avons travaillé depuis de nombreuses années sur la mémoire, et depuis 4 ou 5 ans, nous avons commencé à publier des travaux sur ce que nous avons fait au cours de ces dernières années, justement sur la mémoire, sur les mémoires. Il n'y a pas une mémoire, il y a des mémoires. Et enfin, il y a un troisième étage qui est celui du cortex, on dit associatif, parce qu'il associe d'une part ce qui est au-dessous, ce qui est mémorisé, les voies nerveuses codées par l'apprentissage, mais il faudrait parler des mémoires, il faudrait dire ce que c'est que l'objet, la notion d'objet n'est pas innée, elle est apprise. Donc décrire le cerveau, pour moi, ça ne veut rien dire si on ne passe pas plusieurs jours à le décrire, mais d'une façon extrêmement simpliste encore. Alors, comment sensibiliser les enseignants à la biologie des comportements? Qu'il y a des quantités de livres actuellement, dont les miens, je pourrais aller plus loin, qui, sous une forme simple et sans formule mathématique ou chimique complexe, leur permettent d'apprendre au moins comment fonctionne ce qui leur permet d'entrer en contact avec les autres et de penser, comme on dit. La lecture est encore une des façons de communiquer
qui est encore efficace, tant que l'audiovisuel ne l'aura pas remplacé. Donc qu'ils aillent dans des livres, il y en a des quantités, plus ou moins complexes, mais surtout, ils ne prennent pas des livres, ils ne lisent pas des livres qui sont soit d'un psychologue, soit d'un sociologue, soit d'un biochimiste, soit d'un neurophysiologiste. Il faut qu'ils lisent des livres dans lesquels la culture de celui qui les a écrits est capable d'intégrer ces différents niveaux d'organisation, ce qui est fondamental à comprendre, et qui permettent de faire un ensemble harmonieux qui fonctionne. Parce que si on lit qu'est-ce que c'est le système nerveux de l'homme, qu'est-ce qu'il caractérise, c'est la question que vous me posez, les psychologues vous le diront, mais ils ne savent pas comment fonctionne leur propre cerveau pour dire ce qu'ils disent. C'est pour ça que je vous pose cette question. Oui. Bon, le biochimiste, lui, il sait peut-être comment fonctionnent certaines régions du cerveau du point de vue de la biochimie, mais il ne saura pas comment ça débouche sur un comportement. Et puis, un neurophysiologiste, c'est la même chose. Il verra comment les neurones et la biochimie qui les anime, qui les fait fonctionner, entrent en relation les uns avec les autres et comment un influx nerveux se propage à l'intérieur d'un cerveau. Mais il ne verra pas que pourquoi quand on a du plaisir, c'est telle voie qui va fonctionner, et tel médiateur chimique, telle chimie qui va être à l'origine de ce fonctionnement, et donc quoi ça va déboucher, c'est-à-dire un comportement sur un environnement qui, lui, doit être contrôlé pour que l'ensemble de l'organisme puisse continuer à être bien dans sa peau, pour faire comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux enseignants? C'est ça, c'est de sortir un peu de leur discipline, Il y en a qui l'ont fait, vous savez, à La Rochelle, j'ai un ami que je connais depuis maintenant 25 ans au moins, qui est professeur d'histoire et géographie, mais qui enseigne l'essentiel de ce que j'ai pu apporter à des enfants de 12 à 14 ans qui comprennent très bien parce qu'ils ne sont pas encore entièrement automatisés par la pensée contemporaine. C'est ça ce qu'il faut. C'est des enfants qui sont encore vierges et dans lesquels on puisse inscrire autre chose que la façon la plus efficace de faire des boulons, pour être un homme productif. Alors voilà ce qu'il faut dire aux enseignants, c'est qu'il y a des quantités de livres qui leur donneront mais il n'y en a pas beaucoup qui leur donneront une vue globale du fonctionnement de leur cerveau. Or, ils s'en servent tous les jours sans savoir comment ils fonctionnent. Comment voulez-vous qu'ils l'utilisent correctement? C'est ça. Et on leur donne la mission d'enseigner les autres. Alors, mon Dieu... C'est pour ça que je suis là. J'ai dirigé une thèse de science, une sociologue et anthropologue qui s'appelle Marie La Rochelle, d'ailleurs, à l'Université Laval à Québec. Et il y avait une partie théorique et une partie pratique. La partie expérimentale, on a imaginé de prendre 14 enseignants de cette université, mais nous savions qu'il fallait les motiver alors on leur a donné quelques avantages économiques pour qu'ils suivent d'abord l'enseignement de Marie La Rochelle qui pendant 6 mois leur a fait du laborie, enfin de la biologie comportementale. Oui. Bon. Au début on leur a demandé pourquoi avez-vous choisi l'enseignement. Alors là tous les lieux communs de la Terre ils sont passés, parce qu'ils avaient tous les jours, je précise, ils avaient tous les jours à remplir un petit cahier sur lequel ils avaient à dire ce qu'ils avaient appris, comment on comprenait ce qu'ils avaient appris, puis ensuite, s'ils savaient dire s'ils savaient changer quelque chose à leur comportement vis-à-vis de leurs enseignés et de leur comportement personnel. Alors qu'au début, ils ont répondu sur leur cahier que s'ils avaient choisi d'être enseignants, c'est parce qu'à leur avis, c'était la plus belle fonction humaine, transmettre la connaissance. Bon. Ou alors qu'ils aimaient les enfants ou les adolescents, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et aucun n'a dit, parce que j'aime bien paterner les enfants ou les adolescents, je peux rouler mes mécaniques et dire je suis le plus grand, le plus beau, je sais, moi, vous ne savez pas, vous allez savoir. Bon. Aucun n'a dit, parce que c'est un métier honorable, peut-être pas très bien payé, mais finalement, on arrive à nourrir la petite famille, et puis, sait-on jamais, je m'élèverai peut-être dans une échelle hiérarchique et j'arriverai peut-être à être inspecteur général. Personne n'a dit ça, etc. Enfin, oui. Et quand on leur a appris, quand ils ont vu, mais très rapidement d'ailleurs, comment fonctionnait leur cerveau, quels étaient leurs jugements de valeur, pourquoi il y avait ces jugements de valeur,
leur lieu commun, tous leurs préjugés, ça a été un effondrement, et pour certains même un effondrement grave. Oui. Hein, et il y en a même un qui voulait se suicider parce que tout ce qu'on leur avait dit qu'ils étaient, l'image qu'ils se faisaient d'eux-mêmes s'écroulait. C'était plus du tout ça. Bon. Et puis finalement, bon, ils ont été assez heureux. Au bout de 2 ans, ils ont été très convaincus de l'importance que avait été cet enseignement dans leur propre enseignement, ce que ça avait apporté dans leur propre enseignement. Alors, ils étaient tout contents, ils ne tarissaient pas de louanges à l'égard de Marie La Rochelle, et quand j'étais faisais cette thèse de sciences à Québec, j'ai été forcé de dire qu'il s'était regardé le nombril pendant 2 ans. Parce que la notion de niveau d'organisation, il n'avait absolument pas comprise. À savoir que c'est très joli de penser que son enseignement va être plus efficace parce qu'on s'est mieux compris, qu'on a mieux compris l'enseigner. Mais personnellement, je n'avais pas de... Mon but n'était pas que la sécurité sociale du Québec ait moins d'ulcères de l'estomac, d'hypertension artérielle ou de crise urticaire à soigner chez l'enseignant ou chez l'enseigné, et était qu'il puisse comprendre la façon dont c'était situé dans un monde contemporain, par rapport aux enseignés, par rapport à leurs fonctions. Mais aucun n'a dit, par exemple, aucun n'a vu que l'enseigné était dans une institution qui est la famille, et que la famille, qu'est-ce qu'elle désirait? Le bonheur de son enfant, bien sûr. Et le bonheur, on l'a quand on se lève dans une échelle hiérarchique. Donc il faut que l'enseignant donne à l'enseigné les moyens d'atteindre un niveau d'abstraction professionnelle le plus élevé possible, qui manipule plutôt des formules mathématiques et physiques ou chimiques plutôt que des roulements à billes, et que c'était la façon que considère une institution familiale de rendre heureux son enfant. Et on attendait, l'enseignant non plus, ils n'ont pas vu que l'enseignant était lui-même dans une institution qui est l'éducation nationale. Et qu'est-ce qu'on attend de l'enseignant? C'est qu'il fasse des producteurs au plus haut niveau d'abstraction dans la formation professionnelle. Donc de favoriser l'hémisphère gauche. Comment? Donc de favoriser cet hémisphère gauche dont vous parliez, celui de l'abstraction, du langage. Exactement, le cerveau gauche, oui. Oui, on revient. Alors, quand même, il y a une importance dans cette différenciation des cerveaux, oui, dans nos cultures. Oui, Vous ne croyez pas qu'il est important aussi d'en parler? Le prix Nobel de Sperry, les travaux de Sperry ont commencé en 1972. On ne parlait pas, il y avait Ecan qui en avait parlé, mais enfin on ne parlait pas spécialement d'hémisphère droit et d'hémisphère gauche à l'époque. Et on a quand même fait d'énormes progrès dans la compréhension du fonctionnement nerveux. C'est pas c'est une petite pierre qui s'ajoute aux autres, mais c'est tout. Alors, ils n'ont pas vu non plus que ces 2 institutions, l'éducation nationale et la famille, étaient englobées dans une institution globale, c'est le cas de le dire, qui était la société québécoise, avec son aspect économique et politique, et surtout économique, et que ce qu'elle souhaitait, c'est qu'on lui donne des gens capables de faire des machines, des robots, capables de faire beaucoup de marchandises en peu de temps, et que le reste, ça n'avait aucun intérêt dans Alors, si la connaissance de la façon dont fonctionne un cerveau d'enseignant, par l'enseignant lui-même, doit déboucher sur la façon de faire un peu plus vite et un peu mieux des marchandises, je pense que c'est important de leur dire. Hein. Ce type de civilisation, d'ailleurs, est appelé, non peut-être pas à disparaître, mais à se transformer profondément, parce que ça ne peut pas continuer. Regardez comment ça fonctionne. Oui. La compétition économique basée justement sur l'enseignement uniquement de choses productives, d'activités productrices, ça aboutit à la destruction de la biosphère, à tout, enfin aux problèmes qui se posent entre les pays moins technicisés et ceux qui ne le sont plus, etc. Enfin, le tiers-monde, le quart-monde, etc. Enfin, bref, tous les problèmes de l'homme contemporain dépendent et découlent de cet acharnement à dépasser l'autre dans la production, c'est tout. Alors, si les enseignants doivent participer à ça,
Je n'ai pas l'intention de faire d'efforts pour que... Mais si c'était autrement, et si c'était prendre en compte justement qu'il n'y a pas d'hiérarchie, comme vous le dites dans l'organisme, dans les organes, il n'y a pas de hiérarchie, et qu'on existe et que chacun a sa place, a une fonction, et qu'il faut raisonner en termes d'espèces, et non pas en tant qu'individu, en tant de groupe, alors là, on a, je crois, une induction importante auprès des professeurs, et pour l'expliquer, c'est une nouvelle façon de penser. Je ne vais pas l'expliquer, elle me paraît évidente. Hein, qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Il y a expliqué qu'entre l'individu qui essaie d'être bien dans sa peau, c'est de conserver sa structure, si on veut. Il faudrait définir le terme de structure, oui. Hein, c'est pas un mot encore. Et puis l'espèce, il n'y a pas d'antagonisme. Si les individus se conservent en bon état dans leur peau, l'espèce aussi. Mais entre l'individu et l'espèce, il y a des groupes sociaux. Ces groupes sociaux sont aussi des structures qui essaient de se conserver en tant que structure, c'est-à-dire en tant que relation entre les individus qu'ils constituent. Et alors ils ne peuvent ils aboutissent à cette notion que pour conserver leur structure de groupes sociaux, ils sont forcés de rentrer en compétition avec d'autres groupes sociaux. Et moyennant quoi, il faut que... Et c'est très darwinien en plus. On est et c'est très anglo-saxon d'ailleurs. Les anglo-saxons ont trouvé, dans une mauvaise interprétation de Darwin d'ailleurs, qui est beaucoup plus celle de Spencer que celle de Darwin, que le plus fort gagne. Bon, alors... c'est celui qui a le plus de bombes atomiques qui gagnera, forcément, puisque donc alors on a beau dire ah la bombe atomique, mais si c'est le plus fort qui gagne et qui doit se reproduire, qui doit prolonger l'espèce, c'est celui qui a le plus de bombes atomiques qui doit gagner. Alors voilà, hein, voilà où on en est. Mais si on ne voit pas si on voit toujours n'importe quel événement, quel sujet, avec un petit bout de la lorgnette par rapport au groupe social auquel on appartient, confessionnel, professionnel, étatique, il est sûr qu'on débouche forcément sur l'absurde. Hein. Déjà, l'égalité des chances à devenir inégal, c'est vraiment le fond de l'absurdité. Et personne ne le critique, cette notion-là. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Il y a une égalité dans le fait que tout cerveau humain est très semblable à celui de l'autre. Alors là, il y a une égalité. Mais égalité ne veut pas dire similitude, enfin, ne veut pas dire que sur la structure même, vous me parlez, vous me dites, est-ce que vous pouvez nous décrire le système nerveux de l'homme? C'est donc que vous conceviez déjà avant de me voir que nos cerveaux, quels qu'ils soient, celui d'un nègre ou d'un indien ou d'un de ces superbes européens, est à peu près semblable. Et qu'en le décrivant, eh ben, on vous donnera la clé du problème. Enfin, qu'est-ce qu'on met dedans, si? Mais il est urgent que le maître apprenne qu'il va noter l'élève avec sa culture, son histoire, ses jugements de valeur. Expliquer comment ils se construisent est aujourd'hui indispensable si l'on veut comprendre ce qu'est l'interaction. Pour prendre conscience de quelque chose, figurez-vous, il faut être motivé. Il faut en avoir envie. Si je vous parle de quelque chose qui ne vous intéresse pas, non seulement vous ne l'entendrez pas, vous ne ferez pas attention à ce que je dis, et en plus, vous l'oublierez, vous ne la mémoriserez pas. Et donc, dans le style de vie de l'homme contemporain dans les pays dits industrialisés, prendre conscience de quelque chose qui ne l'intéresse pas, alors peut-être qu'il arrivera à s'y intéresser s'il y a une catastrophe, si vraiment ce type d'évolution de société aboutit à une catastrophe imminente. Alors peut-être à ce moment-là, ça fera peut-être un peu tilt dans son crâne, sans ça, il songera simplement qu'à s'élever dans une hiérarchie, qu'à gagner sa vie, etc., à participer à la compétition économique sous toutes ses formes, hein, c'est tout. Hein. Alors, tout ce que vous pourrez lui dire, il n'entend pas, il n'entend même pas. Parce que j'ai quand même publié un certain nombre de livres. Je remarquais qu'il y a une thèse qui est une très belle thèse, qui a été sortie en 83 à Aix-en-Provence, d'un sociologue, anthropologue, et dont le titre était Les idées politiques d'Henri Laborie, d'un biologiste Henri Laborie, et qui est un très beau travail,
Donc, si vous voulez, quelques sociologues commencent à se dire, tiens, peut-être que savoir comment fonctionne un cerveau, c'est peut-être intéressant pour notre discipline. C'est-à-dire comment, sociologie, c'est l'étude des relations entre les individus, d'un groupe, d'un État, et même des individus sur la planète. C'est la sociologie. On commence à se dire, c'est vrai, ces relations se font par l'intermédiaire d'un instrument qui est le cerveau. Puis, bon, avec le cerveau, on fait blablabla, et puis on continue à faire blablabla. Il y a peut-être à savoir comment, qu'est-ce que c'est que ce qui pour nous n'est déjà plus des mots. Enfin, la mémoire, c'est plus, ça se pèse, ce sont des mécanismes précis, et que jusqu'au niveau de la molécule, les mémoires, l'attention, l'affectivité, la haine, la colère, l'agressivité, tout ça, les pulsions, les motifs, tout ça, c'est pas des mots, ce sont des mécanismes précis. Alors comment voulez-vous que... Et surtout la mémoire, alors ça, c'est fondamental, parce que sans mémoire, il n'y a pas d'individu. J'ai même pu le dire dans le film de René, et je le répète, qu'un être vivant, c'est une mémoire qui agit. Et l'action est permise grâce à la mémoire. Bon. Alors, et ça, le problème, c'est que il est tellement plus facile de faire blablabla que de faire de la biochimie complexe ou de la neurophysiologie. Mais c'est même pas ça qu'on demande. J'assure que Grenier, à des gosses de 12 et 14 ans, leur apprend beaucoup de choses. Et qu'ils comprennent très bien. À cette thèse dont je parlais tout à l'heure de Marie La Rochelle, au Québec, il y assisté un monsieur qui se trouvait là, à l'époque, un Français, et qui était M. Debiès, et qui était le directeur de l'enseignement des pilotes d'Air France. Alors, très enthousiasmé par la thèse, il vient me téléphone en revenant à Paris, et il me dit... Ah, c'est quand même très important ce que vous apportez. Il faudrait que vous pourriez faire des cours à mes pilotes d'Air France, et les pilotes de long courrier d'ailleurs. Je me j'ai autre chose. Mais un de vos assistants, il ne pourrait pas. Je dis, écoutez, nous avons tous autre chose à faire que de faire des cours. On n'est pas enseignants. J'écris des bouquins, ils n'ont qu'à les lire. Hein. Vous êtes bien capable de les faire, ces cours, puisque maintenant vous avez lu mes bouquins, etc. Bon. J'ai écouté, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est d'aller voir un de mes amis qui, depuis 25 ans, à La Rochelle, enseigne à des gosses de 12 à 14 ans l'essentiel de ce que je crois qu'il y a à connaître sur la biologie du comportement. Alors, je donne le numéro de téléphone de Grenier. Et Grenier leur dit, venez donc. Ils arrivent et ils disent, Grenier leur dit, moi je ne peux pas vous dire comment, hein, depuis 20 ans j'ai fait, mais ce que je peux vous proposer, c'est de venir dans ma classe, puis de vous laisser interroger par les élèves. Alors c'est ce qui s'est fait. Et il y a une gosse de 14 ans qui a levé, ou de 12 ans, qui a levé le doigt et qui a dit, voilà, je voudrais vous poser une question qui me tarabuste. Supposez que le feu prenne à bord, pendant que vous êtes à 8000 mètres au-dessus du sol. Alors, vous savez bien que à ce moment-là, le danger va déclencher chez vous des ondes de stress qui vont couvrir des ondes rapides qui vont couvrir tout votre cortex, et que vous ne pouvez pas faire attention. Parce que pour faire attention, il faudrait que l'information passe par votre système thalamique diffus de Jasper et aille focaliser dans une région corticale particulière de façon à pouvoir résoudre le problème qui vous est posé. Quand vous avez peur, vous ne pouvez pas réfléchir. Alors comment faites-vous? Les pilotes d'Air France qui étaient là, les deux pilotes qui avaient entre 35 et 40 ans, hein, et il n'a pas été capable de répondre. Et finalement, c'est Grenier qui a répondu en disant, il faut que, ça montre bien qu'il faut que l'enseignement des pilotes soit automatisé de façon à ce qu'il n'ait plus à réfléchir dans le plus grand nombre de faits qui n'arriveront peut-être jamais, d'événements qui n'arriveront peut-être jamais, mais qu'on peut prévoir et qu'il n'ait pas à réfléchir au moment où ils agiront. Ce sont les automatismes, et les automatismes sont utiles justement dans des cas d'urgence, de façon à répondre efficacement à un problème où on n'a pas le temps, on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas mécaniquement, dans son cerveau, réfléchir à ce moment-là. Voilà. Alors, je pense que cet exemple, c'est une gosse de 14 ans, enfin 12 ou 14 ans, qui a posé cette question.
Ça montre bien qu'ils comprennent et qu'ils se posent des problèmes. Ça montre aussi qu'on peut leur expliquer simplement. Et Grenier est professeur d'histoire et géographie. Hein. Alors, mais leur expliquer ce que c'est que les niveaux d'organisation, ce qui est fondamental, mais fondamental. On ne peut pas vivre sans cette notion-là. Hein, personne ne leur dit. Alors, ils mélangent tous les niveaux, ils traiteront sur le plan psychologique ce qui peut être sociologique ou ce qui peut être même neurophysiologique. Et ils mélangent tout, ou politique, ou économique. Et c'est un mélange affolant de notions qui sont traitées à un niveau d'organisation alors qu'elles appartiennent à un autre niveau d'organisation. Mais quand on ne connaît pas ce que c'est qu'un niveau d'organisation, il n'y a pas de raison qu'on puisse agir correctement, c'est pas possible. C'est quoi un niveau d'organisation? Je vous en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Il parlait dit qu'un système nerveux, m'a dit est-ce que vous pouvez nous décrire le système nerveux? J'ai passé par le premier niveau, et encore le premier niveau. Je parlais des molécules. Mais les molécules sont faites avec un niveau d'organisation qui est sous-jacent à la molécule. Une molécule, c'est fait d'atomes. On peut expliquer très simplement. J'écris pour des gosses de 8 ans, actuellement pour le Québec, un petit livre sur la biologie. Hein. Et vous voulez que je vous livre le début? Oui. Qui m'a été demandé par mon éditeur québécois. Vous allez voir comment on peut... Bon, je passe sur le tout début. Qu'est-ce que c'est que d'être biologiste, demandent les gosses. Ça consiste à ce qu'on va s'occuper de biologie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la biologie? Eh bien, c'est la science qui étudie les êtres vivants, parce qu'il y a des choses, des objets, et puis il y a des êtres qui meurent et qui vivent. Donc ils vivent et qui meurent. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vivent? Je préfère vous parler de ce qui les caractérise. La table, la chaise, là, sont des objets. Ils ne se reproduisent pas. Il n'y a pas un monsieur table et une madame table qui donne naissance à une petite tablette. On peut dire aussi qu'ils ne se déplacent pas. Mais les plantes sont des êtres vivants qui ne se déplacent pas non plus. Mais elles se reproduisent. Oui, mais pour cela, il faut que des insectes volages ou le vent capricieux portent le semence du mâle dans la corolle de la femelle. Elles sont dépendantes du milieu où elles se trouvent. Maintenant, ce qui est plus important encore, c'est leur structure. Voilà un mot qu'il faut expliquer. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une structure? Eh bien, rendez-vous compte que tout ce que vous pouvez connaître, voir, toucher, ce sont ce qu'on appelle des ensembles. Or, un ensemble, c'est fait d'éléments. La pièce où nous sommes, par exemple, est un ensemble. Les éléments sont les murs, les fenêtres, les meubles qui s'y trouvent. Ils ne sont pas placés au hasard. Il existe un certain ordre, une relation entre la commode et le fauteuil, par exemple. On ne pourrait pas mettre la commode au milieu de la pièce et le fauteuil le long du mur. Ces relations constituent la structure existante entre les éléments de cette pièce. La structure représente donc l'ensemble des relations existantes entre les éléments d'un ensemble. Et les niveaux d'organisation, vous les avez vus déjà, certains nombres, passer à l'organe, puis au système cardiovasculaire, système nerveux, système endocrinien, système musculaire, etc. Puis les systèmes se réunissent dans un nouvel ensemble qui est l'organisme. Puis les organismes se réunissent dans des ensembles qui sont les groupes sociaux, familiales, professionnels, syndicales, confessionnels, tout ça. Puis ils se réunissent dans un nouvel ensemble qui est l'État actuellement, tel qu'on le conçoit. Et puis ces États se réunissent en blocs d'États, les blocs d'États se réunissent actuellement très mal pour faire l'espèce sur la planète. Voilà ce que c'est que les niveaux d'organisation. Mais si vous traitez un événement à un niveau d'organisation, celui de la sociologie, sans savoir ce qui se passe au niveau de la psychologie, mais sans savoir ce qui se passe au niveau sous-jacent, c'est-à-dire au niveau de la molécule, du système nerveux, vous ferez blablabla, et puis les plus belles erreurs s'accumuleront, et il en serait un monde tel que nous le voyons, entièrement automatisé par sa production de marchandises, et c'est tout. Mais alors, a-t-on le choix d'agir? Pour avoir un choix, il faut être libre. Bon, pour être libre, la liberté, je l'écris bien souvent depuis 30 ans, elle commence où commence notre ignorance. Quand il y a des lois qu'on connaît, il n'y a pas de liberté, on est forcé d'obéir à ces lois, à moins qu'on veuille disparaître. On ne se sent libre que quand on ne connaît pas. Alors on est d'autant plus libre qu'on est plus ignorant, ça c'est sûr. Et le choix, on oppose choix avec déterminisme. Et le déterminisme aujourd'hui n'est plus celui de la fin du 19e siècle, c'est plus, je l'ai encore écrit 20 fois, c'est plus la cause qui produit un effet actuellement,
d'abord sont des effets qui réagissent sur les causes, et qui se bouclent, et qui, par niveau d'organisation, s'autorégulent. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Et puis en plus, actuellement, on commence à concevoir que ce que la dynamique quantique nous avait laissé entrevoir, c'est-à-dire qu'il y avait un hasard qui gouvernait l'ensemble de l'univers, le hasard et la nécessité. Je viens de faire d'écrire, je me suis laissé tirer l'oreille pour le faire, puis j'aimais bien Monod, la préface de la réédition du hasard et de la nécessité de Jacques Monod, le hasard et la nécessité. Mais le hasard, déjà c'était très suspect, étant donné que le hasard, on le traitait avec des probabilités. Chez les probabilités, pour qu'un événement survienne, suivant les circonstances, c'est qu'il y a que dessous un déterminisme qui fait qu'il y a plus de chances que ça se produise comme ça qu'autrement. Bon. Et puis maintenant, on s'est aperçu que même le chaos est déterminé. Seulement, il y a tellement de facteurs qui interviennent que nous ne pouvons pas les connaître, tous ces facteurs. Et ça se traite mathématiquement. Et actuellement, il y a le déterminisme du chaos. Alors tous les jours, ils sortent des travaux de mathématiciens, de physiciens, dans toutes les disciplines d'ailleurs, et qui montrent que le chaos n'est pas chaotique. Ce qu'on appelle le chaos, c'est pas indéterminé, c'est pas le hasard qui le produit, c'est un déterminisme, dont les facteurs sont si nombreux que, je vous répète, on ne peut pas il est difficile de les connaître. Alors le choix, quand vous ne savez pas, vous avez l'impression que vous êtes libre de choisir, et vous ne choisissez jamais. Vous êtes sur des rails dès votre naissance, est-ce que vous avez choisi d'y naître? C'est la première chose que vous pourriez choisir. Alors on vous a foutu sur cette planète sans vous demander votre avis. Vous n'avez pas choisi? Bon, puis ensuite débrouillez-vous. Hein, bon, alors, un choix qui, dès le départ, n'existe pas, je ne vois pas quand il pourrait apparaître. Quand est-ce qu'il peut apparaître? C'est pas possible, c'est pas pensable. Hein, vous êtes enfermé dans votre socioculture, dans la famille, l'école, l'État. En quoi une liberté quelconque? Si on veut que la liberté soit l'imaginaire, je veux bien. Mais déjà, pour imaginer quelque chose, je vous le disais tout à l'heure, il faut être motivé à imaginer. Si ça ne vous intéresse pas, vous n'imaginerez rien sur l'événement qui survient. Et vous ne serez pas libre à ce moment-là, puisque ça ne vous intéresse pas, donc vous n'imaginerez rien. D'autre part, pour imaginer, il faut déjà avoir fait une expérience. Un enfant qui vient de naître ne peut rien imaginer, parce qu'il n'a rien appris. Et l'apprentissage, vous croyez que c'est libre? Hein, on vous conditionne entièrement à savoir ce que vous savez. Bon, alors... Peut-être que de temps en temps, la façon dont vous allez utiliser, vous serez motivé à utiliser votre apprentissage de façon originale pour résoudre des problèmes anciens. On appelle ça la liberté, je veux bien, mais elle est très mince et il n'y a pas beaucoup de choix. Alors en quoi savoir que agir, fuir, lutter, être inhibé, avec toutes ces conséquences organiques, peut nous aider à mieux vivre? Bon, là, vous me posez une question à un niveau d'organisation qui est celui des rapports sociaux. Bon. Je vous disais tout à l'heure qu'un système nerveux, ça sert à agir pour contrôler son environnement de façon à ce qu'on soit... tout ça, je vais le résumer dans un mot, être bien dans sa peau. Et tous ces milliers d'articles qui viennent du monde entier dans les cours de ces dernières années, ça se résume à être bien dans sa peau. Il s'occupe de ça, être bien dans sa peau. Mais à partir de la molécule jusqu'à l'individu. Alors, quand vous êtes dans un environnement, un territoire, s'il était vide, il n'y aurait pas de raison qu'on agisse. Alors il y a des objets et des êtres dans ce territoire. Et quand vous rentrez en contact, quand votre système nerveux, par le déplacement qui permet de votre organisme entier, de votre individu, vous permet d'entrer en contact avec ces objets et ces êtres, ces objets et ces êtres vous sont utiles, ils vous sont agréables, ils sont même quelquefois indispensables, en particulier la nourriture et le sexe, pour vous reproduire. Et puis tout le reste, tout ce que vous apprenez au cours de votre existence,
grâce à vos mémoires. Donc le contact que vous avez avec ces objets fera que, ou ils sont dangereux pour votre bien-être, leur contact fera que vous ne serez pas bien dans votre peau, votre plaisir. Et alors à ce moment-là, vous fuirez. Si vous ne pouvez pas fuir, vous essaierez de les détruire. De faire disparaître l'objet de votre sentiment, comme aurait dit Corneille. Si vous ne pouvez ni fuir ni lutter, vous inhibez. Je vais y revenir dans... au mieux ne pas bouger que de risquer de se faire détruire par l'agresseur. Je reviendrai sur cette inhibition de l'action qui... Vous voyez, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'inhibition de l'action, et la dernière édition, la deuxième édition est de 86, et qui part de la molécule et qui va jusqu'au comportement humain en situation sociale. Quand dans ce même espace, il y a un autre individu qui s'aperçoit au contraire que les objets qui vous font plaisir, ou les êtres qui vous font plaisir, il peut se faire plaisir aussi avec lui. Alors vous direz, ah non, ils sont à moi. Il n'y a pas d'instinct de propriété, il n'y a pas une région dans le cerveau qu'on chatouillerait avec une électrode et puis qui ferait que vous auriez l'instinct de propriété. Il y a simplement un apprentissage de ce qui est agréable, c'est-à-dire qu'une mémoire, un apprentissage ça veut dire mémoire de ce qui est agréable ou désagréable. Donc ce qui est agréable, vous voulez recommencer la stratégie qui vous a amené à agir de telle façon que vous trouviez l'objet ou l'être agréable, ma femme, ma bagnole, ma chaîne IFI, ma. Bon, alors à ce moment-là, si quelqu'un veut vous le prendre, ils sont à moi, vous dites. Mais c'est une notion de propriété, ce n'est pas un instinct de propriété, ça s'apprend. Un instinct, ça vous naissez avec. Hein. Boire, manger, copuler. Bon. Mais le reste, ça s'apprend. Il suffirait d'apprendre autre chose, comme certains peuples d'ailleurs qu'on appelle primitifs l'ont appris, et puis vous n'auriez pas de notion d'instinct de propriété, et même pas il n'y aurait pas la notion de propriété. Alors, à ce moment-là, il y a compétition entre les deux individus. Là, je simplifie, parce qu'il n'y a pas deux individus, il y en a souvent trois, avec l'un qui s'associe à l'autre pour que l'autre, le troisième, s'écrase, comme on dit. Et ça, les éthologistes, depuis une quarantaine d'années, ont étudié ça, même avec, en formulant mathématiquement les relations qui peuvent apparaître, etc., et comment elles se conduisent. Bon. Donc là, vous voyez apparaître une relation d'individu à individu. Et finalement, celui qui va profiter des objets et des êtres, c'est le plus fort, ou le plus rusé. Dans l'espèce humaine, ça a été long comme ça, mais ensuite, ça a été celui qui, ayant compris que avec le commerce, on pouvait, et en vendant des choses, on pouvait accumuler un capital, et qu'avec le capital, on pouvait payer des choses, des objets et des êtres. C'était... On est passé de la force guerrière des individus à la force des individus par l'intermédiaire d'un capital, permettant de se procurer les objets et les êtres. Puis maintenant, on est passé à la troisième phase, qui est celle du fait que la dominance s'établit entre les individus, entre les groupes sociaux, entre les nations et les groupes de nations, par l'intermédiaire de la vente des marchandises. On est passé à la dominance, on a vu apparaître la dominance des gens qui sont capables de faire des machines sophistiquées et qui font beaucoup d'objets en peu de temps. Alors, et plus efficacement que d'autres. Alors, bien sûr, il y a eu le modèle américain, maintenant c'est le modèle japonais, en attendant qu'il y ait le modèle chinois. Bien, qu'est-ce que vous voulez? La mémoire. La mémoire, vous voyez, je suis content de l'aborder que maintenant, parce que j'ai dit que on se souvenait, un enfant qui vient de naître ne peut pas avoir d'affectivité ni d'imaginaire, parce qu'il n'a rien appris. Et l'apprentissage, c'est ça la mémoire. Bon. Ce que nous avons découvert depuis quelques années, il n'y a pas longtemps, enfin je le soupçonnais depuis longtemps,
depuis 15 ans, mais je n'ai pas pu apporter la preuve expérimentale de ce que j'avançais, c'est que il n'y a pas une mémoire, mais des mémoires. Et je ne parle pas de la banalité qu'on lit dans tous les livres, la mémoire immédiate, la mémoire à long terme. Moi, c'est pas ça. Pas deux mémoires différentes. C'est deux mémoires différentes, mais c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, c'est que tout à l'heure, je vous parlais de l'individu se trouvant dans un espace où se trouvent des objets et des êtres, et si ces objets et ces êtres sont favorables à son bien-être, à son plaisir, il va l'apprendre, il va mémoriser la stratégie qui l'a amené à se faire plaisir. Mais ça va passer par des voies nerveuses qui ne seront pas celles qu'il utilisera pour la fuite ou la lutte, dont j'ai parlé aussi. Cette mémoire va comporter, va avoir comme résultat ce que les anglo-saxons appellent le reinforcement, c'est-à-dire la répétition de l'acte gratifiant, comme on dit. Bien sûr, quand ça vous fait plaisir, vous avez tendance à en refaire. Et ça se mémorise, les traces de cette expérience, on se mémorise dans des voies nerveuses qui ne sont pas celles qui aboutissent au contraire. Quand l'expérience est malheureuse et que vous êtes porté de fuir parce que c'est douloureux, ce sont d'autres voies qui sont mises en jeu à ce moment-là. Et quand vous luttez aussi. Et quand vous êtes en inhibition de l'action, j'ai dit que toute la pathologie en dépendait, c'est encore d'autres voies nerveuses. D'autres voies nerveuses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces voies différentes, mises en jeu par l'expérience de l'environnement, vont mettre en jeu ce qu'on appelle des médiateurs chimiques, c'est-à-dire des molécules chimiques qui sont libérées par les neurones de façon à ce que l'influx passe d'un neurone à l'autre dans des voies nerveuses qui sont différentes. Et donc ces mémoires ne pourront pas être traitées de la même façon et que les voies nerveuses et la biochimie de ces voies sera différente. Mais en plus, dernier niveau d'organisation. Notre niveau d'organisation sous-jacent encore, plus fin, c'est que ces médiateurs chimiques, en agissant sur les membranes des neurones, ce qui limite le neurone, vont déclencher, pareil, des phénomènes horriblement complexes, chez mon prochain livre, chez Masson. Alors, ce n'est pas un livre que tout le monde pourra lire, hein. Ça, je ne vous conseille pas de l'acheter, hein. Ça coûtera sans doute assez cher d'ailleurs, et vraiment, vous n'y comprendrez rien. Donc, ces médiateurs chimiques, au niveau de la membrane, vont déclencher à l'intérieur du neurone des processus chimiques qui vont aboutir à la dérépression de gènes. Les gènes qui codent des protéines. C'est à quoi ça sert un gène. Mais tous les gènes ne servent pas au même moment. Donc là, suivant votre expérience, suivant la voie utilisée, suivant le médiateur chimique, vous voyez le niveau d'organisation, médiateur chimique utilisé, il va y avoir des gènes qui vont être déréprimés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'exprimer et ils vont donner naissance à des protéines qui, elles, vont transformer votre neurone de telle façon que la mémoire sera stable. Bon. Et vous pouvez toucher ces processus à différents niveaux, au niveau du gène, au niveau de la membrane, au niveau des médiateurs chimiques, au niveau des voies nerveuses. Et nous avons pu montrer une chose alors qui moi ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je ne le pensais pas, d'ailleurs nous l'avons trouvé par hasard presque, par serendipity comme disent les anglo-saxons, que la façon dont un individu oui, se comporte dans un environnement, pour l'homme disons social, pour l'animal c'est l'environnement qu'on lui fait, et qui aboutit soit au plaisir, au renforcement, ou à la fuite, ou à la lutte, ou à l'inhibition, bien la façon dont il va contrôler ou ne pas contrôler son environnement va transformer, mais complètement et même supprimer dans certains cas, ou remplacer dans d'autres, l'action de molécules chimiques agissant sur le comportement. Donc, jusqu'ici, ce qu'on voyait, surtout, c'est comment des molécules chimiques pouvaient agir sur le comportement. Et là, ce que nous montrons, c'est que le comportement va agir sur l'activité d'une molécule chimique. Et que la pharmacologie va se trouver complètement chambardée suivant la façon dont un individu va pouvoir contrôler ou ne pas contrôler son environnement.
C'est amusant, ça. Donc voilà la mémoire. La mémoire, c'est finalement ce qui va vous permettre d'imaginer, c'est ce qui va vous permettre d'agir, et d'éviter les ennuis, de reproduire les choses agréables, et d'associer différemment les... Mais déjà, je pense que je suis étonné de voir le nombre de gens, et même souvent cultivés, qui pensent que la notion d'objet, l'enfant l'a tout de suite, ça sucette, bon. La notion d'objet est une notion apprise et qui fait jouer à un processus de mémoire. Et c'est très simple de le comprendre, et c'est très simple de l'expliquer. C'est de dire que le milieu environnant pénètre dans notre système nerveux par des voies nerveuses séparées. Bon, tout le monde sait bien que les voies visuelles qui aboutissent au lobe occipital ne sont pas les voies auditives qui aboutissent au temporal, ne sont pas les voies tactiles, ne sont pas les voies gustatives ou olfactives. Donc, les voies, les canaux qui vont conduire les influx sensoriels ne seront pas les mêmes. Et ils aboutiront au niveau du cortex, en fin de course, dans la voie de garage, ils aboutiront à des régions corticales différentes. Donc, si vous voulez, le milieu extérieur nous pénètre dans le système nerveux en pièces détachées. Alors, je vois bien, pour avoir la notion d'objet, il faut agir. Là encore, il faut que, en voyant cet objet, on en voit la couleur, et en même temps, on en voit le poids, qu'on en voit la consistance, et les enfants mettent tout à la bouche parce qu'ils veulent aussi savoir quel goût ça a, quelle odeur ça peut avoir, etc. Et il faut qu'il y ait au niveau du cortex, puisque tout ça, tous ces éléments vont pénétrer par des voies séparées et vont arriver dans des régions séparées. Il faut ce qu'on appelle des systèmes associatifs, c'est-à-dire des neurones qui vont associer ces différentes régions et qui, grâce à l'action, vont réunir ces différentes mémoires des propriétés d'un objet en un seul objet et créer chez vous la notion d'objet, mais ça s'apprend. Alors, effectivement, les animaux sont au même plan que nous, malheureusement, enfin heureusement pour eux, ils agissent beaucoup plus vite. Un petit poulain qui sort du ventre de sa mère, 1 heure après, il est debout sur ses 4 pattes, et puis la majorité des animaux, des mammifères en particulier, immédiatement, ils sont mêlés au milieu, ils agissent sur le milieu. Alors que le petit homme, il est bien emmailloté, hein, puis on attend 2 ou 3 ans avant qu'il puisse sortir de son moitou. Alors ce qui caractérise, et j'en reviens à ce que vous me demandiez au début, ce qui caractérise l'homme, effectivement, c'est qu'il a des systèmes associatifs plus nombreux et un peu différents de ceux de l'animal. Il a bien sûr ceux de l'animal qui lui permettent d'associer et d'apprendre ce que c'est qu'un objet, se créer sa notion d'objet. Mais il a aussi des systèmes associatifs qui, à partir justement de ces éléments séparés, peut construire un objet qui n'existe pas dans le monde environnant, c'est-à-dire qu'il associe les caractéristiques de couleur ou de poids de cet objet, les caractéristiques de forme de celui-là, les caractéristiques gustatives, auditives ou kinesthésiques d'un autre, et il les associant en prenant des éléments séparés à chacun de ces objets, il imaginera un objet qui n'existe pas. Il essaiera secondairement, bien sûr, à partir de cette hypothèse, de le créer et de voir s'il est conforme avec la réalisation de son plaisir, c'est-à-dire il verra si cet objet est efficace pour le maintien de sa survie, etc. Mais quand on pose la question de savoir quand a commencé la science, la science a commencé avec l'homme. Dès qu'un monsieur, voyant il rencontrait un mammouth et puis il voyait que le mammouth était plus lourd que lui, il courait parce qu'il avait peur, et puis il avait déjà fait l'expérience du mammouth, et il savait qu'il valait mieux s'en méfier. Et puis en courant il tombait, il s'entaillait le genou sur un silex. Et seul l'homme a eu des systèmes associatifs capables de réunir ces expériences différentes
de se rendre compte que le silex était plus dur que la peau de son genou et que le mammouth était plus lourd que lui. Donc il a taillé les silex de mieux en mieux pendant 2 millions d'années. Et puis, même un peu plus. Et puis, il les a emmanchés au bout d'un bout de bois, puis il est passé à l'expérimentation, il a fait une hypothèse de travail, il a créé un objet imaginaire qui était le premier outil, les premiers outils, puis il est passé à l'expérience. C'est de la science. On en est arrivé par le même processus à la bombe atomique. Il n'y a pas de changement. Mais parce que l'homme a des lobes orbitofrontaux qui lui permettent d'imaginer des structures, c'est-à-dire des relations entre les éléments d'un ensemble, des structures nouvelles. Et de les emmagasiner. Alors effectivement, ensuite, il y a eu les mémoires extra-individuelles, à savoir les langages et l'écriture, hein, qui a permis de transmettre ce que ne peut pas faire l'animal, bien sûr, à travers les générations, l'expérience accumulée, et donc d'arriver au stade où nous en sommes, avec en plus une diffusion, une rapidité dans les échanges, une explosion des connaissances, mais malheureusement uniquement professionnelles et marchandes. Hein, voilà ce que sont que les mémoires. Donc quand vous mémorisez quelque chose, il y a des choses que vous ne mémoriserez pas parce que ça, vous n'avez pas fait attention à elles, ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas motivé. Et puis, parce qu'il y a les 3 cerveaux qui interviennent, bon, alors, que je décrivais tout à l'heure. Et puis, il y en a que vous n'en aurez même pas conscience parce qu'elles sont automatiques. Alors, c'est une mémorisation qui devient un automatisme, donc inconscient. Alors là, on rentre dans les phénomènes de conscience et d'inconscience, c'est encore un autre problème. On pourrait parler longuement. Alors, voyez, qu'est-ce qu'on peut dire à vos braves... Eux s'entretiennent. Hein? Les professeurs s'entretiennent, ils ont à juger les élèves dans des séquences d'entretien comme nous faisons en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'ils jugent chez l'autre, à votre avis? Qu'est-ce qu'un enseignant juge chez l'élève? Ah ben, il juge la façon dont l'élève va lui revomir sur une feuille blanche ou à l'oral ce qu'il lui a appris, c'est-à-dire ce que la société a décidé que l'enseignant doit apprendre à l'élève, c'est tout. Alors si c'est bien revomi, il aura un avancement, il sera bien récompensé. Mais on ne peut pas dire que ça facilite chez l'élève le fonctionnement de son imaginaire. C'est lobes orbitofrontaux, ça facilite sa mémoire. Enfin, ça explore sa mémoire, ça l'explore et ça la renforce. Mais tous les animaux ont une mémoire, même aussi bonne que l'homme. Donc c'est pas ce qui caractérise l'homme, la mémoire. Hein, ça permet de sortir de polytechnique ou d'une grande école, mais en dehors de ça, hein, mais à partir du moment où l'objet n'est plus représenté par un signe, c'est-à-dire que le signe n'est plus en relation biunivoque avec l'objet, comme on dit dans la théorie des ensembles, c'est-à-dire que l'objet n'a pas, comme représentant un seul signe, et que un signe n'a pas comme mission de représenter qu'un seul objet, c'est-à-dire qu'on entre dans le langage symbolique, alors là, on a des processus imaginaires absolument extraordinaires qui peuvent travailler sur un matériel mémorisé extrêmement vaste, mais c'est beaucoup plus le fait du poète, l'art poétique de Verlaine, il faut aimer la chanson grise où le précis à l'imprécis se joint. Ben nous, scientifiquement, on ne peut pas. Le précis et l'imprécis se joint, c'est vraiment parce que on met dans le symbole du mot, et le poète arrive à faire vibrer chez celui qui le lit ou l'écoute, des représentations extrêmement nombreuses. Les grands poètes, c'est ça, c'est que chacun de nous peut retrouver dans un poème son histoire personnelle, complètement différente de celle de l'autre. Mais nous, la science a essayé justement de revenir à la relation biunivoque avec l'objet. Quand on dit par convention, quand je fais θ ou quand je mets epsilon ou gamma, ça veut dire telle chose et pas telle autre chose. On arrive à pouvoir se parler, communiquer, et que l'autre, après avoir lu votre message, est capable de reproduire le protocole que vous avez fait, de tomber sur le même résultat. Sans ça, ça ne serait pas possible.
Donc on diminue considérablement en science la richesse du contenu sémantique du message, du signifié de ce qu'il est porteur. On le diminue, mais on le précise. Il devient beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable. Et inversement, plus on s'éloigne vers le symbole, et on s'éloigne du signe, bah, plus on devient poète, artiste. C'est beaucoup plus riche et c'est peut-être plus humain. Monsieur Laborie, merci.